Bonjour les amis, nous voici à nouveau réunis pour une nouvelle émission de Face à Face. Souvent dans les commentaires, en fonction du sujet que je traite, certains d'entre vous me demandent des preuves. As-tu des photos, des vidéos? Ce qui a été le cas pour mon émission sur le Boussegui. Je vais vous expliquer pourquoi c'est impossible à avoir, et en plus totalement inutile. Vous savez, il y a des émissions que je fais pour vous, mais il y a aussi l'autre côté du miroir, les personnes avec qui j'échange et qui ne veulent pas de publicité. L'une d'elles, qui dispose de preuves hallucinantes de technologies non humaines, m'a dit qu'il ne servirait strictement à rien de divulguer ses photos. Cette personne a hélas raison. Prenez votre cas personnel. Qui vous croirait si demain vous étiez le témoin d'un phénomène exceptionnel se déroulant sous vos yeux? Personne, bien sûr. Souvent, j'ai remarqué que lorsque on montrait des photos ou même des vidéos un peu hors du commun, le mot fake est celui qui revenait le plus souvent. Certains semblent avoir ce mot à la bouche avant même de réfléchir. Alors certes, les fakes sont nombreux, je le conçois, et la plupart élaborés par le pouvoir de la pensée unique. Mais hélas, même quand des preuves formelles existent, qu'elles sont analysées, confirmées, cela ne change rien. Souvent, dans ma rubrique communauté, je vous mets des articles où il ne fait aucun doute de la réalité d'un phénomène OVNI, y compris de sources officielles, militaires. Et cela change quoi? Rien. Prenons un exemple particulier déjà mentionné, toujours dans ma communauté. Pendant 2 années consécutives, en août 2007, mai 2008 et septembre 2008, à Kumburgaz, un village sur les rives de la mer de Marmara en Turquie, Yalçın Yalman, un veilleur de nuit, a filmé un objet volant en forme de croissant. Certaines images de ces vidéos affichent un luxe de détails stupéfiants et permettent même de distinguer ce qui pourrait bien être l'équipage de cet étrange appareil. À l'origine, la vidéo a été analysée et rendue publique par le groupement ufologique turc Sirius UFO, dirigé par le chercheur Aktan Akdogan. Cette affaire a fait les gros titres des médias en Turquie et à l'étranger. Elle a aussi suscité un grand débat au sein de la communauté scientifique locale. Le Conseil national pour l'étude scientifique et technologique, le TÜBİTAK, s'est emparé de la vidéo et l'a analysée avec l'intention proclamée de démontrer qu'il s'agissait d'un canular réalisé avec des modèles réduits et quelques trucages numériques. Cette très sérieuse institution a rendu un rapport dont les conclusions sont bien différentes et qui s'achève par ces mots. Il faut conclure que les objets observés présentent une structure physique et sont composés de matériaux qui n'appartiennent à aucune catégorie d'objets aériens connus, avions, hélicoptères, météorites, Vénus, Mars, satellites, lumière artificielle, lanternes chinoises, etc. Ce qui place d'évidence cet objet dans la catégorie des ovnis, objets volants non identifiés. Yalçın Yalman a filmé cet objet non pas avec un smartphone, mais avec une caméra vidéo équipée d'un zoom, ce qui a permis ces gros plans saisissants sur les occupants de l'OVNI. Toutefois, l'image est tremblotante, car le zoom amplifie les mouvements de la main. Or, début novembre, les détenteurs de la vidéo originale sont parvenus grâce à un logiciel récent à stabiliser l'image. Sur cette nouvelle version de la vidéo, les figures humanoïdes apparaissent plus nettes et correspondent aux récits les plus classiques rapportés par des témoins de rencontres du troisième type décrivant des êtres aux grands yeux noirs et à la tête surdimensionnée. Ces images stabilisées tendent surtout à affaiblir l'hypothèse privilégiée par les sceptiques pour expliquer l'OVNI de Kumburgaz. Selon eux, Yalçın Yalman aurait filmé de bonne foi un navire de tourisme sur la ligne d'horizon, là où la mer et le ciel se confondent dans la nuit, laissant croire que l'objet se situait dans les airs.
C'est fou ces personnes voulant tout expliquer par leur petite science et qui avancent sans vergogne des mensonges en prenant des gens pour des débiles. Il y en a des millions. Cet ovni turc a même fait l'objet d'articles dans des médias institutionnels comme Paris Match. Paris Match en France, quoi. Et cela a changé quoi? Rien. Allez, petite vidéo pour vous montrer cette restauration. Alors vous avez en bas à gauche l'image originale. Vous voyez, elle était tremblotante. Et en haut, l'image corrigée par le logiciel qui stabilise. Voilà. Sur le côté droit, vous avez des agrandissements. Donc, on pourra toujours faire ce que l'on veut, nous, les chercheurs de vérité, on sait pertinemment que cela n'ira pas bien loin. Mais on travaille tout de même pour un public vite averti, tel que vous l'êtes, le dimanche matin, au café, en ignorant totalement les sceptiques éternels qui ne croient en rien et qui s'en fichent en plus, mais adorent juste embêter les autres pour ne pas utiliser un verbe plus grossier. Ce travail consiste à chercher des éléments qui soient communs à beaucoup d'affaires, qui ne peuvent être connus les unes des autres, afin de trier le bon grain de livret, et d'essayer d'avancer dans la recherche de la vérité. C'est un travail long, fastidieux des fois, mais très enrichissant. Bien évidemment, on a besoin d'aide pour faire ce travail, car il faut avoir une vaste connaissance des affaires qui se passent et surtout qui se sont passées à travers le monde. C'est pour cela que l'étude de cas anciens, où l'on a beaucoup investigué, est primordiale pour alimenter la base de données. Si je me suis intéressé de suite à l'histoire du mont Boussegui il y a près de 10 ans, ce n'est pas uniquement à cause de tous les éléments dont je vous ai narré dans ma précédente émission, et non seulement par les recherches menées en Roumanie et les choses très étranges se déroulant autour du mont Boussegui, dont certaines, je vous les ai relatées dans ma communauté YouTube, mais également par mes lectures anciennes qui racontent peu ou prou la même histoire que Boussegui, mais très loin de là, en Égypte, au Tibet, en Antarctique par exemple. Je suis rentré en contact avec Radu Sinamar, l'auteur des livres sur le mont Boussegui. 3, pour l'instant, ont été traduits en français. Découverte au Boussegui, le mystère égyptien et à l'intérieur de la Terre. 2 autres livres n'ont pas été traduits en français. J'ai demandé à l'éditeur s'il comptait le faire, mais j'ai pas encore de réponse pour l'instant. Le cas échéant, je les ferai également traduire en français, car Radu Sinamar vient de terminer le 6e volume en roumain et en écrit un autre. Il faut bien comprendre, bien avoir en tête que la position des Roumains n'est pas simple. Ils souhaitent divulguer au monde cette affaire, mais on les empêche. Je vous avais déjà expliqué le blackout financier de 24 heures subi par la Roumanie. Mais le cas roumain n'est pas unique. Partout dans le monde, on empêche la divulgation de connaissances secrètes qui remettraient totalement en cause la totalité de notre histoire. Écoutons un court extrait que Didier Qualac, en Égypte, dont je vous mets bien évidemment le lien vers sa chaîne, que je vous recommande vivement. Didier passera sur Face à Face très prochainement. Jean Blic rend compte d'un fascinant récit tiré d'un très ancien papyrus égyptien issu d'une mosquée du Caire. Il s'agit de l'exploration d'un groupe de personnes qui parvint à l'entrée d'une des salles souterraines autour de Gizeh. Ils décrivirent leur expérience. Nous arrivâmes à une salle.
Quand nous entrâmes, elle s'éclaira de manière automatique, grâce à la lumière d'un tube de la hauteur d'une main d'homme étendue, situé à la verticale dans un angle. Comme nous approchions du tube, il brillait davantage. Les esclaves furent effrayés et s'enfuirent en courant dans la direction d'où nous étions venus. Quand nous le touchâmes, il s'éteignit. Nous fîmes notre possible pour que le tube brillât de nouveau, mais il ne donnait plus de lumière. Dans quelques salles, les tubes lumineux fonctionnaient, dans d'autres, non. Cela ressemble à ce qui est écrit là. Et les mêmes descriptions sont faites par Lobsang Rampa dans son livre La caverne des anciens, situé au Tibet. Et il n'est pas le seul, beaucoup d'auteurs tibétains racontent des découvertes identiques. Tout cela est difficile, vous me direz, à vérifier. Alors on se doit de reprendre encore et toujours le travail de recherche en essayant de trouver des liens. Il y a plus d'un mois, mon ami Gérard Desforges m'a envoyé un document en anglais sur l'extraordinaire affaire appelée Roro. Il me proposa d'en faire bénéficier au large public de langue anglaise dans le monde. Mais j'étais noyé sous le travail et recevais en plus le fameux Lucas pour mon émission La Terre comme vous ne l'avez jamais vu, pendant que Gérard Desforges recevait son informateur anonyme sur le Bousségui. Les deux émissions furent publiées et j'avais presque oublié le document en anglais sur l'affaire Roro. Mais l'émission sur le Bousségui m'a fait entrer en contact avec un groupe romain, appelons-le ainsi, gravitant autour de Radu Sinamar. Et là, aux surprises, un leitmotiv revient sans cesse, la pratique du yoga. Je ne m'attendais pas à cela, mais cela m'explose à la figure, car de suite je fais le lien avec l'affaire Roro. Je vais vous expliquer, mais d'abord, rapidement, vous narrer cette extraordinaire affaire, car comme le montre le sondage effectué toujours dans ma communauté, vous n'êtes que 7% à bien connaître cette affaire, encore 7% à en avoir vaguement entendu parler, et surtout 85% pas du tout, 1% s'étant perdu dans les affres de YouTube. Et vous allez voir qu'il y a de sérieuses similitudes entre cette très vieille affaire datant de 1966 et le mont Bousségui. Cela s'appelle des synchronicités qui s'enchaînent, que j'accepte de suivre volontiers en sachant ne rien maîtriser. Roro est un sobriquet du vrai prénom du témoin qui s'appelle Robert. On est dans la France profonde, paysanne des années 66, Internet n'existe pas et les paysans n'ont pas l'habitude de raconter des âneries. Roro n'a jamais écrit de livre, n'a jamais retiré un seul franc ou euro de son récit. Pour vite vous résumer, Roro a fait la connaissance d'êtres qui se font passer pour venant d'une autre galaxie, mais qui pour moi, et je donne là mon avis tout à fait personnel, sont des intraterrestres, et est parti 1 an avec eux dans une base secrète que l'on pense être située dans le Ladakh, également appelé Petit Tibet, une zone très montagneuse à la frontière entre la Chine et l'Inde. Une fois de retour, il n'avait pas eu l'autorisation de parler avant 40 ans, ce qu'il a fait, donc tout récemment, à 3 enquêteurs de terrain extraordinaires, comme on n'en fait plus, Georges Mess, Jean-Claude Venturini, et celui que vous connaissez déjà sur ma chaîne, Gérard Desforges, même si vous n'allez pas le reconnaître dans cette vidéo présentative du début de cette affaire. Bonjour. Ce que vous allez voir est ce que l'on pourra appeler un reportage documentaire. Nous ne présentons que des matériaux uniquement issus d'enquêtes menées auprès du témoin, que dis-je, l'expérienceur, dans cette affaire à plusieurs volets. Il y a un peu plus de 40 ans, Roro et sa famille ont vécu une hallucinante série de confrontations non hostiles avec des phénomènes restés inexpliqués. Ces phénomènes ont fait l'objet d'articles dans LDLN à l'époque. Ils ont aussi été mis en image dans une importante publication sous forme de bande dessinée dont nous donnons les références dans le générique de cette présentation. Mais les enquêteurs de cette époque, donc à la fin des années 60, tout en se doutant que cette histoire était trop énorme pour déboucher sur du vide, ne savaient pas que Roro, alors très jeune homme, allait être contacté pour vivre une incroyable expérience pendant environ 1 an dans une base souterraine probablement située au nord de l'Inde. 40 ans après, Roro a signalé à Georges Mess qu'il était libéré de parole. La suite de ce récit a fait l'objet d'un rapport d'une 40aine de pages, rapport préliminaire rédigé par Georges Mess, et en partie publié dans la revue LDLN puis dans Top Secret.
Ce qui nous a décidé à réaliser cette présentation, qui sera loin de répondre à toutes les questions que vous allez vous poser, c'est un élément important proposé par Roro lui-même. Roro nous a déclaré qu'il était désolé de n'avoir rien pu rapporter comme objet concret de son aventure, comprenant bien que sa très étrange odyssée pourrait alimenter bien des scepticismes. Mais il nous a invités en Aveyron afin que nous puissions filmer quelque chose qu'il n'a jamais communiqué à quiconque en dehors du cercle étroit de sa famille. Depuis 40 ans, plusieurs fois par semaine, Roro s'astreint à un rite très particulier qui s'apparente au yoga. Ceci m'a été confirmé par une spécialiste de cette discipline dont vous entendrez le témoignage tout à l'heure. Roro n'a jamais suivi aucune formation de cette nature. Il ne connaît pas le nom des postures. Il ne connaît donc pas l'environnement psychique de cette discipline, telle qu'elle est enseignée. Vous allez vérifier qu'à 62 ans, ce qui était contenu dans le message écrit que nous a remis Roro, et dont vous prendrez connaissance tout à l'heure, on peut affirmer que l'engagement proposé, ce n'était pas du cinéma. Enfin, j'ajouterai que nous avons trouvé un certain nombre d'indices qui accréditent les dires de Roro. Les 3 journées passées en compagnie de Robert nous ont confortés dans la sincérité de ce personnage hors norme, extrêmement attachant, et qui porte très haut dans sa pratique quotidienne les valeurs humaines qu'il a rapportées il y a 40 ans. Audition du témoin 40 ans après, rédaction du rapport d'enquête Georges Metz, documents audio et vidéo Jean-Claude Montirini, vidéo et montage du film Gérard Desforges. Une enquête d'hier, référence bibliographique, l'album de BD Les apparitions ovni de Jacques Loeb et Robert Gigi. LDLN numéro 107, août 1970, repris dans le livre LDLN, Mystérieuse soucoupe volante, page 146 par Fernand Lagarde. Le livre Le Collège invisible de Jacques Vallée, page 46 à 50, édition Albin Michel. Au commencement, une série d'apparitions inexplicables se manifeste dans l'environnement d'une ferme isolée en Aveyron. Cette ferme est habitée par 4 personnes. La première observation se situe un soir de juin 1966, vers 21h30. La grand-mère aperçoit d'étranges lumières dans la campagne. Sorti pour voir de plus près, le gendre, alerté, voit 6 boules évoluant à pas d'homme, allant et tournant. Ce carrousel de boules se dirige vers un espèce d'obus auquel elles s'accrochent et se fondent en lui. Un soir, le gendre, père de Roro, observe une boule près de la maison. Il va vers elle. Elle le promène par les chemins jusqu'à lui barrer la route, à lui en faire tourner la tête. De retour à la maison, alors que la boule a disparu, il dit à son fils, qu'il n'a pas rêvé. « La boule m'a suivi, tout du long, jusqu'ici. » Quelques minutes plus tard, Roro, à son tour, voit l'étrange procession des boules alignées qui se dirigent vers le fameux obus, au sommet duquel tourne un étroit et puissant faisceau lumineux. Un soir, une de ces boules est immobilisée sur la route. Roro décide d'aller voir de plus près en voiture. La boule promène aussi bien la voiture, conservant sa distance, malgré de puissantes accélérations. Parvenu à une trentaine de mètres du cigare, Roro observe que la base du cigare est suspendue à 2 mètres au-dessus du sol. Le cigare a une hauteur d'environ 13 mètres. Roro voit une litanie de boules lumineuses converger vers le cigare, qui les avale. Le cigare va s'incliner à 45 degrés, avant un départ foudroyant, une buée verte émanant de sa base.
Et maintenant, c'est une soucoupe à 2 dômes qui va évoluer devant les yeux ébahis du témoin. Cette soucoupe va lui procurer bien des émotions. Il est aux environs de 23 heures en ce mois de janvier. Le moteur de la voiture cale. Les phares s'éteignent. La température dans la voiture est en train de monter. Roro va voir la soucoupe se rapprocher du sol en s'inclinant et oscillant. Il va bien observer les silhouettes humanoïdes dans les 2 dômes. La soucoupe va remonter dans le ciel, puis Roro, effrayé, va la voir se précipiter vers le sol. Mais la soucoupe va s'immobiliser à quelques mètres du contact. Puis elle va remonter. Roro va perdre ses sens. Il se réveillera vers 4 heures du matin, étendu dans le fossé, non loin de sa voiture. Celle-ci repartira normalement dès la première sollicitation. Robert aura retrouvé toutes ses facultés. Après ce fantastique épisode, Roro sera sujet à d'immenses fatigues pendant plusieurs semaines, dormant jusqu'à 18 heures par jour. L'esprit peuplé de rêves étranges. Faisons connaissance avec Roro 40 ans après. Titan qu'on a vu là tout à l'heure en écran dans le mur. Comme ça, il est parti comme ça. Comme ça, la gueule. Et puis voilà, et puis la boule, évidemment, mon regard est revenu. Je me souviens, tu avais dit que la boule s'était arrêtée en haut de la côte. Oui, un peu plus haut, un peu plus haut. Un peu plus haut. Donc là-haut, là où il y a les arbres là-haut. Oui, à peu près, oui. Elle semblait t'attendre. Elle semblait m'attendre, oui. D'ailleurs, vu avec du recul, elle m'attendait, c'est clair. Elle m'attendait. Et puis, bon, le bout étant parti, qu'est-ce que j'ai regardé devant? Oui, parce que t'avais ralenti. Ah, évidemment, j'ai redémarré, et allez, on va essayer d'attraper, hein. Oui, t'avais ralenti en voyant le but. Elle était arrêtée en plein milieu de la route, là-haut. En plein milieu, à quelques 30 mètres de la voiture, 30 mètres de la voiture. Donc après, on a continué, je voulais essayer d'attraper la boule, quand même, et donc, j'ai poussé des pointes à 90, la boule qui maintenait toujours, quelle que soit ma vitesse, la boule maintenait toujours la même distance, donc jusqu'après à l'embranchement de la route qui va vers Villefranche-de-Rouergue. Et par exemple, ta mère et ta grand-mère, ils n'avaient pas d'avis là-dessus? Non. Non, expliquez, oui, regarde, oui, elle se passe, pas d'avis, une diablerie, quoi. On peut dire ça. Avec qui voulez-vous qu'on en parle, on a fait dire ça. Soit ils vont nous prendre pour des fous, soit on va se faire interviewer. Tu vois les personnes, les mettre dans la confidence. Oui, on en avait parlé avec Hubert, justement, il avait dit à mon frère qu'il avait vu, il avait pris des mots de lui. Un jour, il avait oublié un tricot, je crois, dans le shop, et il a vu les mots aussi. Mais lui, il n'a pas voulu en parler, lui. Quand tu décides de prendre la voiture et de poursuivre la boule, qu'est-ce que dit ton père? Ah, il m'a dit, fais comme tu veux, mais moi je n'irai pas. Il m'a répondu, fais comme tu veux, mais moi je n'irai pas. Quand j'ai vu pour la première fois les boules, je tirais du foin. De là, il n'y a pas les portails, à l'époque il y avait des portails. J'étais à la grange. Et la meule de foin était donc à l'intérieur. Et mon père m'a appelé la première fois. Bon, j'ai rien vu, je suis sorti, j'ai dit, ça travaille dur sûrement. Hein. Et puis il m'appelle quelques instants après, et c'est là que je suis sorti et que j'ai vu la boule, là j'ai ressenti un frisson, j'ai pas été bien, Et donc avant que moi, si tu veux, je sois saisi de tout ça, mon père avait poursuivi, il y avait une boule qui était là aussi ça a changé. Il y avait une boule par là, hein. Par là, sur le passage. Il y avait un passage. Alors, voyant que la boule se plantait de nouveau en plein milieu de ce deuxième passage, mon père, il a renoncé. Il a renoncé. Alors, il est reparti. Et la boule est repartie avec. Et c'est là qu'il a dit, la boule m'a raccompagné. Ouais. C'est bien ça, toujours derrière la haie. Toujours derrière la haie. Ouais. Voilà. Elle a fait un aller, un retour. Voilà. Elle a raccompagné. Il est rentré là ou là. Là où il marchait. Ouais. Ouais. Il est pas rentré par là? Non. Et ce jour-là, t'étais pas avec lui. Non, ce jour-là, j'étais pas avec lui. Là où j'ai eu les premières manifestations dans la chambre, là, c'était ma chambre. Il rentrait par là, par le mur. Mon lit était là, sur ce côté. Ensuite, il y avait une table juste avant la porte.
Voilà. Alors la lumière, il venait de par ici, hein, et il rentrait par là. Oui, en fait, ta chambre était vraiment bien placée. Donc je venais de poursuivre je commençais à poursuivre la boule là, et juste un petit peu dans la montée, j'ai vu un obus, celui qu'on voyait régulièrement au fond du champ là-bas, qui était à quelques dizaines de mètres, même pas peut-être pas quelques dizaines de mètres, environ 50 ou 70 mètres de moi. Et je me suis donc arrêté. Et la boule s'est arrêtée aussi sur la route. Je me suis arrêté, la boule s'est arrêtée, mais en restant au milieu de la route. Et puis l'obus, il est parti, mais pas dans le sens comme une fusée. Il est parti carrément en traviole, tout à fait de travers. Droit, mais en traviole. Oui, il est parti de l'autre côté là-bas, à toute vitesse. Hein. Et il était où à peu près pas dans moi j'étais à peu près au niveau des arbres, on va dire. Hein. Ouais. À peu près au niveau des arbres. Et il est parti vers le lac, là-bas, vers le petit étang qu'on a vu là tout à l'heure en descendant. Hein. Il est parti comme ça. Je venais donc d'en bas, hein. Donc ici c'est quasiment la fin de la poursuite. Et là, à peu près à moitié de la côte, là, à moitié, la voiture la Peugeot a commencé à faire des ratés. Hein. Mais bon, je m'en suis pas trop soucié, ça a continué. Et puis arrivé par là, le moteur s'est arrêté. En accélérant le moteur, alors j'ai appuyé sur le débrayage. Et j'ai continué à peu près jusque vers par là, comme ça, là. Et là, j'ai vu ici, il y avait là, qui arrivait comme ça, là, dans cette direction, il y avait la soucoupe à deux dômes. Hein. Il y avait la soucoupe à deux dômes, là. Hein. La soucoupe à deux dômes. Oui, voilà. Elle était où, donc? Elle arrivait comme ça, là, comme ça. Hein. Et je les ai vus. Et puis, la chaleur dans la voiture commençait à monter. La chaleur de la voiture commençait à monter. Et ça montait. Mais avant, quand même, il y avait le panneau. Il y avait pas ce panneau là. Il y avait pas ce panneau là. Le panneau était de la gauche vers la droite. J'ai entendu le panneau qui vibrait, le panneau métallique. De la gauche vers la droite. Pardon? De gauche à droite. La boule, il venait de là comme ça, de là, à peu près de cette direction, des maisons, à peu près comme ça, mais comme ça là. Et en face de toi, oui, face à toi là. Oui. Il s'est arrivé à peu près, stabilisé à une certaine hauteur, à peu près au creux là, au creux. Hein. Il s'est arrêté juste un peu plus bas là, au creux. Mais la chaleur dans la voiture remontait, J'ai entendu le panneau vibrer, et puis j'ai perdu conscience. Alors, le panneau qui vibrait, c'était celui-là? Non, c'était pas celui-là. Il était pas celui-là. Il y avait pas bas. Il y avait pas plus long. Il était juste un peu plus bas. Après le poteau, un peu plus bas là-bas. Voilà. Alors là, par contre, là, c'était pas comme ça. Là, il y avait un fossé. Là, comme ça. Et j'ai repris mes esprits. Je savais pas trop qu'est-ce que je foutais. J'étais dans ce fossé. Et la voiture était par là. Parce que là, si vous voulez, le chemin était beaucoup plus petit, là. Il y avait pas tout cet espace. Hein. Le chemin, il venait à peu près de là. Hein. Il y avait tout ça. Il venait à peu près de là, ce chemin. Hein. Il y avait à peu près ça. Hein. La voiture, la Peugeot, on va dire qu'elle s'était arrêtée là. Parce que bon, on a l'habitude de conduire en étant fils de paysan. Depuis l'âge de 8 ans et demi, je conduisais des tracteurs déjà. Hein. Alors quand j'ai vu que le moteur, j'accélérais plus, j'ai appuyé sur le débrayage pour qu'elle continue sur la lancée. Hein. Alors après, c'était bon. Je savais pas. La boule, elle était où? La boule par rapport. La boule, je l'ai plus. Elle est sautée. La boule, elle a sauté. Je l'ai poursuivie. Quand le moteur a fait des ratés, elle a sauté en haut. Elle a sauté à droite, en haut, là. Mais il y avait des rangées d'arbres à l'époque. Hein. Elle est passée entre. Hein. Voilà. Et c'est là sur la lancée que j'ai vu la soucoupe à deux dômes qui arrivait. Hein. Voilà, donc il y avait le fossé, donc je me suis réveillé, bon, ne sachant pas l'heure, hein, j'ai repris mes esprits, j'ai dit putain, j'avais pas trop chaud, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous dans ce fossé là, qu'est-ce que tu fous là, nom de Dieu, Et puis j'ai repris la voiture petit à petit, j'ai fait demi-tour, j'ai refoutu le camp, parce que la voiture fonctionnait. Et le laps de temps là, entre le... Eh ben il était vers entre 10h30, on va dire, entre 10h et 11h pour pas se tromper, c'était dans ces eaux-là, hein, c'est sûr, entre 10h et 11h. Hein. Le soir? Le soir. Quand tu rentrais. Et quand je suis rentré, non, c'était 4h du matin. Mais là, je ne le savais pas. Je l'ai su quand j'ai parlé à mes parents. Donc de 11h30 à 4h du matin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La chaleur, j'ai perdu conscience, il faisait très chaud et je sais plus.
Au mois de janvier, oui. Oui, chaud au mois de janvier, quoi. Je n'en sais rien. Voilà. Bon, on va continuer en bas, là-bas. D'accord. Alors, de chez toi, en fait, de la maison en bas, tu as poursuivi la boule, en fait, jusque-là. Jusqu'à moitié, oui. Ouais. Et il y a 3 Moi, je croyais que ça s'était passé là-bas. Il y a 3 kilomètres, quoi. Et mon père m'avait déconseillé parce que j'avais dit, putain, je viens d'avoir une idée, là, j'ai dit, je me suis dit à moi-même, t'as une idée géniale, les autres boules bougent, elles fonctionnent. Celle qui est au milieu de la route, en partant de chez moi, là, elle ne bouge pas. Elle doit être en panne, hein. Je vais prendre la voiture, parce qu'à pied, j'ai dit quand même, putain, attraper une boule comme ça par le corps, j'ai dit, si ça a de l'électricité, je vais t'y foutre avec la voiture, je risque rien, je vais t'y foutre un coup de pare-choc. Ça vous fait rire, vous. Vous avez pu observer le fantastique travail d'investigation de ces ufologues de terrain. Il n'y en a plus, hélas, aujourd'hui. Mais l'histoire de Roro est loin de finir là, car comme je vous le rappelle, il n'a eu le droit de parler que 40 ans après les faits. Avant cette affaire était connue, et c'est le regretté, mais non moins fantastique, Fernand Lagarde qui avait mené les premières enquêtes sur le cas Roro, comme il l'avait déjà auparavant enquêté sur les fameuses affaires des boules de l'Aveyron. Car Roro et sa famille n'étaient ni les seuls ni les premiers à en avoir observé. Tout le début de l'affaire Roro est consigné dans ce fabuleux livre, Les apparitions mystérieuses. Ce livre qui met sur le même plan fées, gnomes, farfadets, apparitions religieuses, ovnis, extraterrestres, avions et bateaux fantômes, chose que beaucoup d'ufologues dédaignent aujourd'hui de faire. Hélas, Fernand Lagarde est décédé en 1994 et n'aura pas connu la suite de l'histoire de Roro, car ce qu'il va raconter est extraordinaire. Et les faits que décrit Roro dans cette vidéo se sont passés exactement le 11 janvier 67, date de sa première rencontre avec l'OVNI. Toute l'histoire est très documentée. Alors là, dans le fantastique ouvrage de Georges Metz, OVNI en France. Avec un petit clin d'œil au groupe Facebook de Marc Rimbaud, OVNI en France, voilà un livre que vous pouvez mettre en avant. Il se vend près de 200 € sur le marché de l'occasion, mais vous pouvez l'avoir en version PDF aux éditions Atlante, je vous mettrai le lien, où il est toujours disponible. Je précise que lors du paiement, vous allez être débité des frais de livraison qui vous seront immédiatement remboursés. C'est un bug informatique uniquement. Ce livre, je le précise, a été écrit bien après le premier livre de Radu Sinama. Et je pense, sans grande chance de me tromper, que personne en France ne connaissait dans les années 2005-2008 les livres de Radu Sinama. Lisons ensemble un extrait du livre pour narrer la rencontre entre Roro et ses visiteurs. Le phénomène est décrit selon un processus classique de contact. Le témoin est apparemment éveillé, il ne rêve pas, la scène est ressentie comme une réalité consciente. Le visité entre dans un état second. Il ressent une présence puissante qui le paralyse. Il ne peut pas bouger, pas s'échapper. Son esprit semble flotter au-dessus de son corps. Il est très conscient de la situation. Il est entièrement sous contrôle et subit l'événement sans pouvoir intervenir d'aucune manière physique. Un phénomène dimensionnel interfère avec le témoin. Impossible de dire si c'est une énergie lumineuse qui pénètre la chambre close ou bien si c'est le témoin qui est transporté ailleurs, un autre environnement. La chambre n'a plus de mur. Le phénomène sera éprouvé plusieurs fois pendant 2 ans. Des personnages de grande taille, d'aspect humanoïde, entourés d'une forte lumière, l'observent autour de son lit. Une communication mentale s'établit entre les visiteurs et les témoins passifs. Mais laissons le témoin s'exprimer. Régulièrement, au fil des jours et des mois, jusqu'au début de l'année 1969, une lumière très forte rentrait dans ma chambre, fenêtre fermée, à travers la matière des murs. Puis je rentrais progressivement, dans un état différent. Un engourdissement me prenait. Cela se passait plutôt le matin. J'étais comme paralysé, ne pouvant plus bouger. J'avais l'impression de ne plus avoir de corps. Je flottais au-dessus du lit. Il me semblait que mon esprit était en dehors de mon corps. Il ne me restait que la conscience. Je ne sais pas comment expliquer cela. Un changement d'état. Au début, les premières fois, j'avais très peur. Mais peu à peu, je m'y suis habitué. Et finalement, ce n'est pas si terrible. Autour de moi, je voyais des personnages. D'abord 3 ou 4. Tous très grands, plus de 2 mètres environ. Des humanoïdes longs et minces, blonds, au visage fin, les yeux légèrement bridés. Il y avait des hommes et des femmes. Quelquefois, ils étaient plus nombreux, jusqu'à 9 personnes
qui entouraient mon lit. Tous étaient habillés d'un vêtement collant d'une seule pièce, ouverte au cou et aux poignets. Une sorte de combinaison brillante aux reflets métalliques avec une large ceinture. Les femmes portaient de longues robes aux reflets métalliques. Leurs bras étaient très longs également et descendaient jusqu'aux genoux avec des mains aux doigts fins. Tous me parlaient, surtout celui qui se présenta comme le guide et m'appelait familièrement Roro, surnom qu'il me donnait, bien que personne de mon entourage, parents ou amis, n'employait. J'ai eu de nombreuses visites dans ma chambre, je me souviens, il m'avait mis un bracelet de lumière autour de mon poignet, une sorte de gros anneau, qui se remplissait de sang et me donnait des picotements. Le lendemain matin, je n'avais plus de traces. Le guide m'a rapporté que leur hiérarchie avait estimé qu'il m'avait trop pris. Les visiteurs me donnaient des informations et des conseils. Le guide me disait « Tes parents sont des gens bien, tu as des caractéristiques qui nous intéressent. Nous sommes tous des savants, des explorateurs d'étoiles, venant d'une autre galaxie. Nous avons 20 000 ans d'avance sur votre civilisation que nous surveillons depuis longtemps. Nous sommes chargés d'entretenir la vie sur les planètes habitées comme la Terre. Nous faisons partie d'une sorte de confédération intergalactique, supervisée par 9 supérieurs inconnus qui dirigent les galaxies. Nous visitons les planètes en développement comme la vôtre. Nous connaissons toute votre histoire et toutes les langues parlées de la Terre. Ils savent tout de nous, de notre civilisation, de nos croyances, de nos agissements, dissensions, guerres, destruction, pollution du sol et de l'atmosphère. Ils connaissent nos religions et tous les prophètes qui ont contribué à notre évolution. Leur but n'est pas de s'ingérer dans nos affaires. Cela leur est interdit. Nous avons notre libre arbitre. C'est à nous de faire le choix de notre avenir individuel et collectif. Ils m'ont renseigné beaucoup de choses que je ne savais pas. Il est question de 300 000 contactés comme moi sur Terre. Cette affirmation rejoint celle faite par d'autres contactés, comme celle de Pierre Monet, qui indique le chiffre de 296 000 contactés en 1965, dans le livre Les extraterrestres m'ont dit, édition Alain Lefebvre. Oh, comme c'est intéressant d'analyser cela. En effet, pris un à un, les récits des contactés sont bien évidemment crédibles, surtout quand il s'agit là de personnes de souche paysanne, ne cherchant surtout pas la célébrité. Rien n'est plus cher à Roro que la tranquillité. Personne n'a jamais donné son vrai nom afin de le laisser tranquille. Mais si on compare ce que ces visiteurs disent avec d'autres, alors prenons juste un exemple, le cas tout récent analysé sur cette même chaîne, celui de Jean Miguer, rien ne colle, alors que les deux histoires sont parfaitement crédibles, comme nous l'avons démontré avec le cas Miguer, et comme on va le démontrer ici avec le cas Roro. Attention, quand je dis crédible, ce n'est pas que je mets en doute ce que le témoin raconte. Ce que le témoin raconte, je le crois à 100%. Mais ce qui n'est pas crédible, c'est ce que les soi-disant visiteurs lui racontent à eux. D'un côté, chez Miguer, nous avons des extraterrestres ayant, disait-il à Jean, 1 million d'années d'avance sur nous. Ils venaient d'une étoile relativement proche de notre Soleil. Ils faisaient partie de ce qu'ils appelaient la Grande Confédération Interstellaire, avec des sages à leur tête, mais un seul chef. Et chez Roro, nous sommes avec des extraterrestres ayant à peine 20 000 ans d'avance, mais alors eux venant carrément d'une autre galaxie, et faisant partie de ce qu'ils appellent une grande confédération intergalactique. Je m'arrête juste à ces deux cas, car on va pouvoir en rajouter 1000, j'en rajouterai d'autres dans d'autres émissions. Mais c'est juste pour montrer l'absurdité des propos. Car on va se retrouver avec un tas de confédérations diverses et variées, toutes supervisées par un nombre différent de sages, certains ayant un chef, d'autres non, qui s'occuperaient chacun dans leur coin de notre petite terre, avec ces humains qui se font la guerre, qui meurent de faim, pour la plus grande part, ou sont esclaves du système. C'est cela qui est intéressant à étudier. Pourrions-nous commencer à étudier une hypothèse un peu différente? Et s'il ne s'agissait que des mêmes, sachant se faire passer par projection mentale pour ce qu'ils veulent, et qui habiteraient tout simplement notre Terre?
Est-ce une hypothèse plus délirante que des milliers de races extraterrestres ou de confédérations différentes s'occupant du petit Homo sapiens? La première chose qu'enseignent les visiteurs à Roro est le yoga. Petit à petit, je me livrais à la pratique d'une forme de yoga transmise par eux. J'ai senti un début de transformation positive de mon esprit et de mon corps. Beaucoup plus de résistance physique, modification du schéma de pensée, calme et réflexion. Bref, je me suis senti libre. Plus de 35 ans après, je pratique toujours les mêmes exercices dans le même ordre et avec le même bénéfice, me ressourçant aux besoins selon les pratiques posturales et respiratoires, ressentant tout le temps un bien-être intense et une douce chaleur à l'intérieur de moi. Si rarement il m'arrive de ressentir une poussée de fièvre, je sens rapidement en moi comme quelque chose qui se met en route à l'intérieur de mon corps. Et la forme revient très vite, 2 ou 3 heures au plus, sans aucun médicament et sans rien y faire. Les contacts sont fréquents entre Roro et les visiteurs pendant 2 ans. Puis arrive la proposition. Au cours de l'année 68, vers le mois de septembre, les visiteurs m'ont demandé si j'accepterais de les accompagner en voyage pendant l'année suivante. Voyage qui ne comporterait aucun risque. Je serais pris dans le vaisseau, appelé Machine par le guide, au cours de la première semaine de l'année 1969, pour rentrer un peu avant la Noël de la même année. Il m'a demandé d'y réfléchir et d'en parler à mes parents, ce que j'ai fait uniquement à mon père. J'ai entrevu une possibilité d'évolution personnelle et de vivre quelque temps avec des gens différents de cette terre. J'ai pesé le pour et le contre, d'autant plus que le guide m'avait rassuré, m'apporter toute la sécurité nécessaire et de pouvoir savoir ce qui se passait chez moi à la ferme par l'image et le son, d'autant que je n'avais vraiment aucune attache particulière qui pouvait me retenir, pas de petite copine. Puis j'ai ressenti l'occasion extraordinaire qui m'était donnée. J'ai dit à ma mère et à ma grand-mère que j'irais à Paris travailler, l'année 69, et à mon père que je partais avec les visiteurs. Il n'y a pas vu beaucoup d'inconvénients. J'ai toujours eu la liberté de décider. J'ai prévenu mon employeur, aujourd'hui décédé, de ma démission pour la fin de l'année 68 en lui disant que je partais à Paris. Comme j'étais jeune, il n'a pas vu d'inconvénients. Au cours d'une dernière rencontre dans ma chambre en septembre, j'ai dit à mon guide que j'acceptais sa proposition. Il a paru très content et m'a dit de ne rien prendre comme bagage, car tout me serait fourni, et que je ne manquerais de quoi que ce soit. Je devrais descendre au fond du pré le jour qu'il m'indiquerait, là où l'obus arrivait, et de patienter jusqu'à ce que le vaisseau se soit éteint et qu'une lumière jaune s'allume. Celle-ci étant le signe que le champ magnétique de protection du vaisseau soit annulé. Entre-temps, les visiteurs m'apprenaient les premières techniques d'approche du yoga. C'était passionnant. J'étais parfois un peu angoissé, à certains moments en me disant « tu vas peut-être mourir », mais l'envie était plus forte. Le guide m'avait dit de ne rien prendre comme vêtements à part ceux que j'avais sur moi, que je ne ramènerais aucune preuve de mon séjour avec eux, qu'il valait mieux être discret pour la sécurité des uns et des autres, qu'ils n'avaient pas encore été repérés et qu'il ne fallait pas donner à qui que ce soit des preuves de leur existence, l'humanité n'étant pas encore prête. Au cours de notre dernière rencontre, où j'avais accepté de partir, mon guide m'avait informé du lieu de destination, dans une grotte en Inde, près de la frontière avec la Chine. Le jour du départ arrive. Tout s'est passé comme prévu. Je me suis approché de la machine, je suis monté sur la passerelle, puis 3 marches, un sas s'est ouvert en coulissant. Mon guide est apparu souriant, m'a tendu et m'a invité à m'asseoir sur un fauteuil très ergonomique, ce que j'ai fait, pas du tout rassuré. La salle était arrondie en forme de voûte et bien éclairée par une lumière dont on ne voyait pas la source. La porte, ou plutôt le sas, s'est refermée et a complètement disparu dans la paroi. J'attendais le démarrage sans rien ressentir tellement le véhicule était stable. Au bout de quelques minutes, j'ai demandé au guide si nous ne partions pas. Il m'a regardé, a souri, puis s'est tourné vers une partie du vaisseau où la paroi était devenue transparente. Il m'a dit « Lève-toi et regarde ». Je me suis levé et j'ai vu très bas, avec une impression de vertige, les lumières d'une ville dont j'ai pensé, à tort ou à raison, que c'était Marseille. L'image était en relief et en couleur. C'était vraiment extraordinaire. Le guide m'a dit que nous étions à environ 40 000 mètres d'altitude. Tout cela sans aucun bruit, dans une stabilité parfaite. Il y avait une certaine émotion de ma part. Nous étions seuls. Aucune parole n'a été échangée pendant le trajet, à part le guide qui m'a dit que tout allait bien. Ces gens-là se montraient sobres, en discours, juste le nécessaire, comme les orientaux.
Même pendant l'apprentissage du yoga, j'avais droit à la prise de posture par l'exemple, j'observais et j'essayais de faire pareil. Après environ 1 heure de voyage, le guide m'a dit « Nous sommes arrivés ». Un panneau s'est ouvert et nous sommes descendus du véhicule. Le guide m'a amené dans une sorte de chambre où il y avait un lit comme ceux que je connaissais, des toilettes à côté comme nous les avons à l'heure actuelle, mais avec un matériau très doux, du papier WC, de l'eau sur un lavabo. Comme j'étais fatigué, le guide m'a suggéré d'aller au lit et que nous verrions la suite le lendemain. La vie à la base souterraine, avec un schéma de celle-ci, et la description de certaines machines de cette base ressemble à s'y méprendre à celle décrite au Mont Boussegui. Roro raconte la vie dans la base. On peut entendre et voir plus bas, au fond, une cascade qui doit alimenter la base en eau. Cette base de haute technologie et d'un grand confort est superbement organisée. Il y règne une atmosphère d'ordre et de discipline. Tout semble être prévu dans le moindre détail. Robert ignore depuis quand les étrangers sont installés dans cet endroit. Il y a des couloirs, des salles bien éclairées et des hangars pour les vaisseaux de différentes tailles où s'active du personnel d'entretien. Il croise diverses personnes qui le saluent courtoisement sans prêter d'attention particulière à sa présence. Robert peut aller librement partout, accompagné ou quelquefois seul, sauf dans certaines zones dont il a été averti d'éviter d'y entrer. Il se risquera pourtant un jour à braver l'interdit. Il sera une fois empêché d'avancer par une barrière invisible, un champ de force entravant qu'il compare à une sorte de mélasse engluant ses mouvements, et dont il aura les plus grandes difficultés à s'extraire. Plus il enfonçait sa main, plus il avait du mal à l'enlever. Des recherches ont été menées pour situer l'endroit où pourrait se trouver cette mystérieuse grotte. La zone retenue sur la carte se retrouverait dans cette partie du Ladakh, limite entre l'Inde et la Chine, dans les montagnes de la chaîne de l'Himalaya. Le territoire est vaste et la recherche difficile. Des rumeurs vivement démenties faisant état d'une intense activité d'OVNI ont été rapportées. Les militaires indiens et chinois auraient interdit une zone qui serait sous haute surveillance. Les gens de cette région signaleraient percevoir régulièrement de grands et petits ovnis. Les gouvernements de ces deux pays s'efforceraient de minimiser et d'étouffer l'affaire. Et c'est là que ça devient intéressant. On associe souvent l'apparition des soucoupes volantes avec l'explosion de la première bombe A. Surtout aux États-Unis, bien sûr. Par la suite, nucléaires, militaires et civils ont été souvent relatés dans l'histoire avec le phénomène OVNI. Il me faudrait une émission de 12 heures pour citer tous les exemples. Bien entendu, le New Age s'est emparé de l'affaire en racontant que nos frères de l'espace ont été avertis par l'explosion de la première bombe ayant fait vibrer l'univers et seraient venus contrôler ce qu'il se passe. Quand on connaît la puissance des phénomènes radioactifs qui se passent dans la périphérie de notre Soleil et de notre Terre avec ses ceintures de Van Allen, je ne pense pas que l'explosion de la première bombe A ait pu avertir ces soi-disant frères de l'espace. Mais prenons mon hypothèse citée plus haut. Et si tous ces soi-disant extraterrestres étaient déjà sur Terre, les intraterrestres, alors là, oui, il y aurait de quoi être inquiet et venir surveiller les bêtises que l'humain fait. Mais je ferai une émission spéciale sur le sujet. Continuons à rassembler des éléments. Alors le fait le plus extraordinaire est que le 25 août 2011, un article paraît dans un journal satirique et humoristique sur le fait que l'Inde et la Chine révèlent ensemble l'existence d'une base secrète extraterrestre dans l'Himalaya. Il est très surprenant, cet article, car à la fois, cela ne paraît pas sérieux du tout, vu le support, mais cela faisait tout de même parler le ministre indien de la Défense qui demandait à la population de ne pas s'alarmer. Et cela n'a jamais été démenti nulle part. Il n'y a jamais de fumée sans feu. En fait, cet article avait été publié suite à de gros incidents liés à des pèlerins en route vers le mont Kailash, qui ont vu d'étranges phénomènes dans le ciel et qui se sont vus à la fois interdire d'aller plus loin côté chinois et côté indien. Ici, une photo d'un ovni dans la région. Les guides locaux racontèrent alors que cela n'avait rien de nouveau et que c'était fréquent. Or, l'un des pèlerins, Subkir Siwatch, était un écrivain pour le Times of India, qui est le plus grand journal en langue anglaise en Inde. Et il avait prévu d'écrire dessus. Sans doute, le gouvernement indien, du côté chinois aucun souci de presse, a décidé de couper la poire en deux.
publié dans un journal satirique pour se couvrir au cas où en disant que les autres n'ont pas repris. Et entre-temps, ils ont dû raisonner l'écrivain et tout est bien qui finit bien. Comme je l'ai dit au départ, on peut publier ce que l'on veut, les gens s'en fichent. À propos de journaux, je vais vous raconter une anecdote. Avant l'Internet, je fréquentais beaucoup les maisons de la presse pour acheter des livres et des revues tous les samedis matins. Je voyais toujours en tête de gondole une revue détective avec toujours des gros titres que je trouvais totalement délirants. Elle a tué son mari, elle l'a découpé en morceaux et l'a mis au congélateur. J'en passe et des bien pires. Je me demandais toujours qui pouvait acheter un tel torchon. Un jour, je fais la connaissance d'une commissaire de police belge à la plage, responsable du département des mœurs. Un poste à haut niveau. On a sympathisé et un jour je la vois arriver avec sous le bras Détective, la revue. Je ne peux m'empêcher de lui dire, mais comment une femme comme toi, commissaire de police, peut lire un torchon pareil? Elle me regarde très étonnée et me répond, mais Sylvano, toutes les histoires qui sont dans cette revue sont vraies. Il n'y a rien d'inventé. Je le lis pour apprendre les 1001 facettes du vice des meurtriers. Je pense que si quelqu'un avait pris à cet instant ma tête en photo, j'aurais eu l'Oscar mondial de la tête la plus stupéfaite du monde. Cela clôt ici le film Men in Black, le premier, où la photo d'un ovni survolant un stade de foot faisait la une, dans le même genre de revue dont tout le monde, dont moi le premier, se gossait. Bien, revenons à Roro. Que lui voulaient les visiteurs? On va le découvrir. Dès les premiers jours dans la grotte, le guide m'avait dit que je serais pris en charge par la biologiste. Elle m'informerait de ce qu'elle attendait de moi. Elle est venue dans mon espace de vie. Une très jolie dame, mince, grande, environ 2 mètres, le visage souriant, les yeux bridés comme les orientaux. Elle m'a demandé assez rapidement si je voulais participer à un programme de peuplement d'une planète qui devenait habitable et prête à recevoir des êtres vivants semblables à nous, les humains de la Terre. Sans me laisser le temps de répondre, elle a enchaîné en me disant que pour moi, cela consistera à m'allonger sur une table et à recueillir mon sperme par masturbation et qu'elle s'en chargerait. Les séances auraient lieu 1 fois tous les 2 jours. Cela pour la durée de mon séjour à la grotte. J'ai réfléchi à sa proposition, pas de vie sexuelle sans cela, et j'ai accepté. Elle est donc venue le lendemain dans mon espace de vie avec un tube spécial en verre, ou je ne sais pas, mais en tout cas transparent. Elle a recueilli ma semence dans le tube, puis est repartie aussitôt dans son labo pour traiter le matériau, me disait-elle. Au cours de ces séances, elle enlevait parfois sa tunique pour faciliter la tâche, et j'ai pu constater que son corps nu était comme celui des femmes de notre planète. Une fois, au bout de quelques mois, je lui ai proposé d'avoir un rapport normal, ce qu'elle a refusé catégoriquement en me disant avec un regard désapprobateur que ce qu'elle faisait avec moi était une mission importante pour une nouvelle race humaine. L'air de me dire qu'elle n'était pas là pour son plaisir, mais pour une mission. La biologiste et le peu de personnes que j'ai pu côtoyer dans la grotte avaient une grande maîtrise de leurs sentiments. Ils avaient un contrôle d'eux-mêmes extraordinaire. Jamais un mot plus haut que l'autre, tout était programmé à l'avance, ils ne semblaient jamais surpris, et avec cela, gentillesse, politesse, courtoisie étaient toujours de mise. La mission, le travail, la culture, l'évolution personnelle et collective étaient pour eux le plus important. Il y avait peu de place pour l'amusement. Encore une fois, c'est très intéressant à analyser. Par contre, là, il y a quelque chose de récurrent. C'est le manque d'émotion de tous les témoins, de tous les contactés, vis-à-vis de ce qu'ils ont vécu. Ils ont le même sentiment. Même s'ils sont gentils, il y a toujours ça, ordonné, froid, sans sentiment. Cela revient systématiquement. Mais les affaires de prélèvement de sperme ou d'ovules sont très récurrents dans les affaires ufologiques. Il y a un truc qui cloche. D'un côté, ils disent que on a le libre arbitre, qu'ils ne touchent à rien, qu'ils sont juste là pour contrôler. Et d'un autre, ils viennent nous expliquer qu'ils doivent peupler artificiellement une planète. Franchement, c'est étrange. D'un côté, ils disent qu'on laisse faire la nature, on la respecte, on se mêle pas des affaires des autres. Ça semble être le credo de ces êtres soi-disant supérieurs. En quoi aurait-il besoin de peupler, mais alors en plus, d'êtres humains qui, pour l'instant, n'a rien réussi et démontre l'étendue de sa bêtise à chaque fois qu'on allume un poste télé,
cela colle pas. Par contre, se pourrait-il que dans l'hypothèse que ce soit des intraterrestres, ils aient des problèmes de fertilité. On le voit bien avec notre propre civilisation. Plus on s'occidentalise, plus le sperme humain devient pauvre en spermatozoïdes. Si eux ont largement de l'avance sur nous, comme c'est évidemment probable, en serait-il à un point où leur sperme ne contient plus de spermatozoïdes? Le logiste me disait, et mon guide aussi, que la mort n'existait pas, uniquement un passage difficile pour nous les humains. Elle me disait que nous avions des corps physiques merveilleux et très complets, que nous abîmions tous les jours par notre ignorance de ses besoins fondamentaux, par nos excès alimentaires, médicamenteux, et que nous ne savions même pas les faire fonctionner correctement. C'est pour cela que leur hiérarchie leur avait ordonné, pour moi, en compensation, de m'apprendre les techniques du yoga afin que je puisse avoir une vie sans problème de santé et équilibrée. Le yoga étant la méthode la plus efficace pour maintenir la grande souplesse du corps et de l'esprit. Eux-mêmes le pratiquaient assidûment. Pour eux, le corps physique est un container. Tiens, là ça rejoint. La première fois que j'ai entendu ce terme, c'est chez mon ami Corrado Malanga, dont je vous recommande encore le livre Les ovnis de l'esprit, qui fut le premier à appeler le corps physique container. Quelle que soit la planète, le schéma dans tous les univers est le même, parce que tous les univers sont construits pratiquement de la même manière, quelle que soit la morphologie des individus. Le physique importe peu. Il disait, le conteneur, on s'en fiche, ce qui compte, c'est l'être humain dans sa réalité. Par contre, pour vivre dans un monde physique, il faut un corps. Donc il faut créer des corps avec des souches de gens qui soient costauds. C'est pour cela que l'on t'a choisi. Parce que tu as les composants qui nous intéressent pour repeupler une autre planète de notre système solaire. Et là, on apprend qu'en fait, c'est repeupler. Ils disent repeupler. Donc elle n'était plus peuplée. C'est plus un peuplement ex nihilo, quoi. Hein. Au début, ils disaient, on avait une planète à peupler. Et là, ils disent, pour repeupler une autre planète de leur système solaire, qui est, je le rappelle, extragalactique. Ils se sont un petit peu emmêlés les pédales. C'est intéressant. L'année, c'est le retour. Et là, vous allez voir que ce que dit Roro rejoint, mais alors presque mot pour mot, ce que disait Jean Miguel. Écoutez bien ça. Je ne souhaite aucunement me glorifier de ce qui m'est arrivé à cette époque. Je n'y suis pour rien, j'en ai été l'observateur, puis le témoin passif. Je ne désire pas en tirer un quelconque profit, mais seulement informer, en espérant que ceux qui ont vécu des expériences similaires puissent aussi témoigner. Il m'apparaît depuis longtemps que je sers de cobaye et de terrain d'expérience, que je suis suivi dans le temps partout où je me trouve et surtout qu'à travers moi et d'autres, ils veulent voir nos réactions face à eux et comment nous évoluons et cherchons à faire connaître leur existence au plus grand nombre de gens. Bien souvent, au fil de mes aventures, je me suis senti bien seul. Mais enfin, si cela doit faire avancer la recherche, tant mieux. Ne pensez-vous pas comme moi? J'ai parfois le sentiment d'être entre deux mondes. Donc vous vous rendez compte que les propos tenus sont quasiment les mêmes que ceux que tenait Jean Miguel. Ce qui voudrait dire que, en plus là, on atteint une nouvelle information. Ils veulent voir nos réactions face à eux et comment nous évoluons et cherchons à faire connaître leur existence au plus grand nombre de gens, exactement comme Jean Miguel. Sauf que au départ, ceux-là ne s'étaient pas présentés ainsi. Ils s'étaient présentés comme venant d'une autre galaxie, qu'ils avaient besoin de repeupler une des planètes qui était encore vierge. Et en fait, non, ils veulent se faire connaître, tout comme ceux de Jean Miguel. Mais ceux de Jean Miguel avaient dit qu'ils allaient venir en 96, ce qui était faux. Ça donne à réfléchir tout ça. Parce qu'il y a deux solutions à partir de... Soit leur intention est vraiment de se faire connaître progressivement, mais moi je trouve que depuis le temps, ça prend un temps fou. Alors je sais bien que la notion du temps est aléatoire selon les espèces, ça c'est clair et certain. Aller chercher un paysan au fin fond de l'Aveyron, c'est prendre le risque que l'histoire ne soit pas connue. À l'époque, il y avait des chercheurs extraordinaires de terrain. Il n'y en a plus aujourd'hui.
Aujourd'hui, Roro aurait appelé un quelconque organisme. Oh, allez, c'est fake. Arrête de nous embêter, espèce d'illuminé, et se serait fait rembarrer. Donc, si leur volonté, s'ils sont si évolués, si leur volonté est d'aller dans une divulgation progressive, on peut que donner le constat qu'ils ont échoué, totalement. Or, comment des êtres beaucoup plus évolués que nous peuvent échouer? Ce qui veut dire que ce n'est pas leur but premier de se faire connaître. Dans le livre de Georges Mess, il y a bien évidemment beaucoup d'autres éléments. Des enquêtes, des contre-enquêtes, avec des témoins près du lieu des apparitions. De la découverte d'un implant dans le corps de Roro, qu'il a souhaité garder. Mais aussi une petite pépite. En fait, Roro rapporte une sortie à bord d'un vaisseau aérien extraterrestre, avec une démonstration des possibilités de l'appareil avec un avion de chasse de l'armée de l'air français. Dans le courant du mois d'octobre 1969, la biologiste m'a demandé un soir si cela me plairait de faire une sortie en vaisseau spatial avec eux, et que si c'était le cas, il m'emmènerait faire une bonne balade le surlendemain. J'avais quelques heures pour y réfléchir, j'ai dit que j'étais d'accord, et donc on viendrait me chercher le moment venu. La biologiste va me chercher, nous montons par l'ascenseur sur la plateforme où nous attendait un vaisseau lenticulaire. Un vaisseau de combat, me précise-t-elle. Pourquoi ont-ils des vaisseaux de combat? J'évalue le diamètre à une vingtaine de mètres. En entrant, je vois plusieurs personnes à l'intérieur et je marque involontairement un temps d'arrêt car la biologiste me dit « Viens t'asseoir sur ce fauteuil et n'aie pas peur. Je suis à côté de toi. Il ne nous arrivera rien. Tout est contrôlé. » Il y avait là le guide, la biologiste, l'ethnologue, un personnage observateur qui semblait être le responsable de l'opération, deux pilotes et moi-même. Les sièges très ergonomiques étaient disposés en rond. Toutes les personnes, sauf les pilotes, étaient assises et il restait 2 sièges vides. Un total de 9 sièges avec ceux des pilotes plus en avant. Ils étaient debout devant un tableau de bord très complexe, bardé de voyants de toutes les couleurs et de commandes digitales qui ne faisaient qu'effleurer. Il n'y avait pas le moindre bruit, le plus grand confort. Une douce lumière blanche éclairait l'intérieur du vaisseau et un panneau transparent d'où l'on pouvait voir l'extérieur. Pas d'attache de siège, pas de sensation de départ. Et comme je regardais au dehors, j'ai vu soudain le sol s'éloigner à une vitesse fantastique. Pas de sensation d'accélération, ni de compression. La biologiste m'a dit que c'était normal, car le vaisseau était protégé par un champ de force très important, que tous les mécanismes du vaisseau avaient une intelligence et savaient ce qu'ils devaient faire, et qu'ils faisaient tout pour protéger la vie à bord et se protéger eux-mêmes, et que de plus, ils pouvaient s'auto-réparer. Pendant un moment, personne n'a rien dit. Puis le guide s'est tourné vers moi et m'a dit que nous survolions l'Italie et que nous allions arriver en France, que la vitesse de la machine serait réduite à environ 1000 km/h à une altitude d'environ 10 km. Que nous allions rencontrer en France des avions militaires volant le plus souvent par 2, dépendant de la zone de défense sud-Méditerranée. Et effectivement, au bout de quelques instants, j'ai aperçu devant nous un avion de type Mirage 3, à quelques centaines de mètres. L'autre avion était plus loin, mais je ne l'ai pas vu. Le guide me dit en souriant que nous avions donné quelques frayeurs au pilote et des sueurs froides dans son dos. Nous nous sommes présentés sur sa droite à une cinquantaine de mètres de lui, 2 ou 3 mètres plus haut. À ce moment-là, le pilote nous a vus. Il a tourné la tête vers nous. Le guide m'a fait remarquer que le tableau de bord de l'avion de chasse s'affichait sur un deuxième panneau. Effectivement, je pouvais voir ce tableau qui sur le coup m'a semblé dérisoire et primitif par rapport à celui du vaisseau. Nous avons viré légèrement sur la droite et l'avion nous a suivis. Puis nous sommes passés au-dessus de lui vers sa gauche, puis en dessous, puis revenus au-dessus de lui, toujours à la même distance, légèrement à sa droite. J'ai pu voir les lettres F, B. Le guide semblait beaucoup s'amuser. Le vaisseau a accéléré un peu, l'avion aussi, et il nous suivait. Il voulait s'approcher de nous. Puis j'ai vu l'avion s'éloigner à toute vitesse, ne devenir qu'un point, et je l'ai perdu de vue. Le guide m'a dit que ce n'était pas l'avion qui s'était éloigné, mais nous, car l'avion se serait éclaté, et que donc ils étaient souvent obligés de partir très vite, ce qui dissuadait les pilotes de suivre et de casser leur avion ou de s'encastrer dans le champ de force de celui-ci. J'ai dit au guide, et si l'avion nous avait tiré dessus? Le guide m'a répondu que cette manœuvre aurait été perçue dans le vaisseau, et que même si l'avion nous avait tiré dessus, la machine ne risquait rien, car il y avait le champ de force qui aurait détruit le projectile, quel qu'il soit, et il ajoutait que lorsque la machine déployait le champ de force, rien de solide, de liquide ou de gazeux ne pouvait la toucher. Puis il a ajouté
qu'il n'avait pas de droit de détruire l'avion, que ce serait une faute très grave sanctionnée par leur hiérarchie, mais que s'il le fallait, acculé dans l'impossibilité de faire autrement, l'avion pouvait être déstructuré et brisé en milliers de morceaux, mais que le pilote ne serait pas touché et ferait fonctionner son siège éjectable. La vie humaine comptant au plus haut niveau de priorité. Ensuite, nous avons ralenti, zigzagué à droite et à gauche, avant de rentrer à la grotte, quand le soleil allait bientôt se coucher. J'ai gardé un très bon souvenir de cette impressionnante sortie. Alors évidemment, Georges Mess et Jean-Claude Venturini ont essayé de retrouver ce Mirage. Et ils ont fait des recherches sur les avions Mirage marqués FB en activité en 1969. Et le seul appareil possible correspond au Mirage 3C numéro 8 marqué 2FB à l'avant du fuselage. Cet avion de l'escadron Côte d'Or était basé à Dijon, code de la base BA-102, avant et après octobre 1969. Donc leur enquête auprès du service historique a conduit à une liste de pilotes dont les sorties sont consignées dans des documents qui s'appellent quota pour cahier d'ordre et de travail aérien. Dans ces documents, il n'est pas fait mention particulière concernant l'observation d'un appareil non identifié, mais quelques rares anciens pilotes officiers de haut rang à la retraite interrogés se souviennent d'incidents de ce genre. Par contre, une visite non officielle d'un ancien pilote d'une autre génération à la base de Dijon a permis de compulser un carnet de vol individuel. Le carnet, dont il manque étrangement des pages, rapporte le débriefing du pilote, le capitaine Pascal Jouan, aujourd'hui hélas décédé, qui parle de phénomènes lumineux, incompréhensibles et perturbateurs observés en fin de matinée à une altitude entre 15 000 et 16 000 pieds. L'avion, un Mirage 3E parti de la base de Luxeuil, participait à une opération de reconnaissance d'un appareil sans identification et qui ne répondait pas par radio. Date et heure de l'incident, 27 octobre 69 à 11h27 GMT, à 15 700 pieds par beau temps au sud de Lyon, dans une zone interdite de vol. Dans son carnet, le pilote préconisait de vérifier les rayures et l'aspect optique de la verrière du cockpit ou de changer de produit de nettoyage. En ce qui concerne l'avion identifié, le Mirage 3 2FB numéro 8, parmi la liste des opérations, nous avons la sortie de cet appareil le même jour, 27 octobre 69, piloté par l'adjudant Février, nous n'avons pas le prénom, pour un vol de contrôle local. On se demande bien, contrôle de quoi? Le quota n'indique pas d'observation suspecte. L'avion identifié, la date probable, la plage horaire correspond au témoignage de Roro. Ce vol est compatible avec la plage de sortie de l'adjudant Février sur lequel nous devrions concentrer nos recherches. Voilà. Je sais qu'il y a des pilotes qui écoutent ma chaîne. Il y en a qui sont au Mali. Coucou David, sois prudent. Donc, si jamais, par hasard, quelqu'un aurait eu la connaissance de cet adjudant Février, d'incidents qui ont eu lieu à cette base de Dijon, un appel à témoigner, même anonymement, hein. Je vous laisse mon email, on sait jamais, écrivez-moi, juste pour confirmer. Roro nous a fait la reproduction d'un vaisseau, donc je vous le laisse un petit peu observer, vous voyez ces couronnes tournantes, l'une dans un sens, l'autre en sens inverse. Et encore une fois, synchronicité quand tu nous tiens. Dans ma communauté, j'avais publié, il y a quelque temps, une image qui est arrivée sur les plateaux des météorologues, vous voyez, avec des photos surprenantes, qui évidemment on s'est empressé de classifier dans de la réfraction radar. Ah, pourquoi pas. C'est surprenant tout de même, non? La taille peut paraître impressionnante, je vous l'accorde, mais il peut y avoir un effet de loupe, une diffraction, je ne sais pas. On a étudié beaucoup de clichés, justement météo, avec dans mon émission La Terre comme vous ne l'avez jamais vu, avec presque 10 ans de clichés de plusieurs satellites, ayant été analysés par Lucas. On n'a jamais vu ça. Donc voilà, c'était juste une parenthèse, mais je ne peux empêcher tout le temps mon cerveau de faire des connexions partout. Je vous mets une petite vidéo du phénomène en live qui est apparu.
C'est une petite parenthèse, mais bizarrement, le nombre de cercles, quand on les compte, est à peu près identique. Ça doit être un hasard. Parlons du yoga. Justement, je devrais en faire du yoga pour calmer mon cerveau qui part dans tous les sens. Roro a absolument tenu, lors de la visite des 3 compères, qu'il filme une séance ordinaire, en souhaitant obtenir l'avis d'un spécialiste de la discipline pour savoir si ce qu'il faisait avait un sens pour ce spécialiste. Il le pratique depuis plus de 40 ans et dit que cela a changé sa vie. Donc vous allez être surpris par l'analyse du spécialiste. Depuis 40 ans, plusieurs fois par semaine, Roro est assidu à ses exercices. La séance que nous visionnons a été intégralement filmée. Elle a une durée de 1 heure, 13 minutes, 50 secondes. À la demande de notre ami Robert, j'ai sollicité un rendez-vous auprès d'un professeur de yoga qui exerce sur plusieurs sites en région parisienne. Elle se prénomme Michel et m'a accueilli au sein de son entreprise, une entreprise de haute technologie dans le domaine de l'automobile. Elle m'a reçu dans le magnifique gymnase intégré au bâtiment, après que nous ayons franchi plusieurs portes hautement sécurisées. Je lui ai présenté un condensé de 17 minutes de ce que nous voyons actuellement. Et voici l'interview qu'elle m'a accordée immédiatement après ce visionnement. Chère madame, vous venez d'assister à une présentation réduite de cette séquence de yoga par notre ami Roro. Vous êtes vous-même professeur de cette discipline. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une relation entre ce que vous avez vu et puis ce que vous enseignez comme technique de yoga? Est-ce qu'il y a une relation quelconque? Tout à fait. On retrouve effectivement les postures que l'on enseigne. Pas de problème, c'est bon, avec des ajustements, enfin des choses bien précises à ajuster que l'on ne voit pas dans ces postures, mais c'est bien ça. La base est la même. La longueur des séquences et l'immobilité des postures, c'est quelque chose de très important. Vous confirmez ces précisions données par Roro? Tout à fait, oui. Effectivement, en fait, la longueur permet la liberté, ça permet également d'entrer en soi et d'entrer en communication avec le soi. Donc, effectivement, la longueur permet ça. Mais il faut avoir la liberté pour pouvoir le faire. Est-ce qu'il existe plusieurs sortes de yoga? Et si vous aviez un apparentement à faire entre cette pratique que vous venez de voir et des formes de yoga que vous enseignez ou que vous connaissez, comment pourrait-on appeler cette forme de yoga? Maintenant, ça reste une forme de hatha yoga, puisque c'est une forme posturale plutôt. Donc, je l'apparenterais plutôt à ça. Mais je ne connais que cette forme de yoga-là aussi. Je dirais que c'est vraiment apparenté à ce que l'on fait.
C'est assez proche de ce que vous enseignez. Oui, tout à fait. Bon, vous avez signalé quelques postures qui, d'après vous, devraient pouvoir être améliorées pour le confort de la personne. Oui, tout à fait. Mais donc, vous m'avez dit tout à l'heure, il semble bien quand même qu'il n'ait pas suivi le cours mais quand même on reconnaît quelque chose qui est tout à fait dans le cadre de ce que nous enseignons. Tout à fait. Mais effectivement, ça a besoin d'être un peu plus aligné. Mais c'est tout ce qu'on peut en dire. Effectivement, si c'est quelqu'un qui a jamais vu un livre suivi un cours, effectivement, ça semble curieux. Mais c'est vraiment très très proche. Vous m'avez dit aussi que cette personne avait l'air vraiment concentrée sur quelque chose, comme si elle était en attente. Vous pouvez préciser votre ressenti à ce sujet? Mon ressenti, il est surtout lorsque l'on voit ses prises de vue, on voit son regard. Son regard est toujours vers le ciel, toujours vers loin. Donc, ce qui a pour fait, en fait, dans ses postures, de lui réduire la nuque. C'est pour ça que je disais qu'il doit faire attention à sa nuque parce qu'il risque d'avoir des problèmes. Mais c'est toujours ce regard vers le ciel et on a l'impression qu'il est en attente de quelque chose. La première fois que j'avais vu cette vidéo, je m'étais demandé pourquoi perdre autant de temps sur cela. Il faut que je vous dise que moi je suis tout à l'inverse. Malgré les sujets que j'aborde. Zéro en méditation, zéro en spirituel, tout en mental, ça fait peur. Alors le spirituel et la méditation semblent être une clé. Ainsi les contacts que j'ai avec ceux du Bushegi recommandent exactement et avec insistance du reste la pratique du yoga. Donc j'ai demandé pourquoi. On m'a répondu tout simplement parce que le yoga est une des disciplines qui permet de rentrer dans des états de conscience modifiés et de développer ses siddhis, ou pouvoir de l'âme, pouvoir parapsychique. Les intraterrestres et extraterrestres rentrent généralement en contact avec des personnes qui ont fait un minimum de travail spirituel sur eux-mêmes et qui n'ont pas un mental distordu. Pour établir des contacts télépathiques, il faut aussi que la personne soit un peu préparée, et le yoga est une des voies d'élargissement de la conscience. Le yoga permet aussi d'élever les vibrations du corps éthérique pour supporter une éventuelle rencontre sur le plan éthérique avec des êtres dont la vibration est beaucoup plus élevée qu'un humain de la 3D. Bon, eh bien moi je vais vous dire, je suis tranquille, je rentrerai jamais en contact. Il y a dans les messages qu'a reçu Roro, deux qui sont un petit peu particuliers par rapport aux sempiternels messages que les contactés reçoivent. Celui du conseil de mettre en place un gouvernement mondial, ce qui à moi, personnellement, me paraît logique. Sans le côté sombre que cela implique, bien sûr, le gouvernement mondial. Quand vous vous imaginez des extraterrestres, je suppose que vous les imaginez venant d'une planète, non? Alors imaginez ce scénario. Bonjour, nous sommes les charbors de la planète Utopia. Puis d'autres qui arrivent qui disent bonjour, nous sommes les Driss de la planète Utopia. Ah, c'est quoi cette planète Utopia? Ils sont combien? C'est un peu pareil pour la Terre. Mais un autre conseil donné à Roro va vous faire bondir. Ils disent que certaines sociétés secrètes font bien avancer les choses. Encore un mystère à élucider. Voilà, cette émission est terminée. J'avance dans mes recherches avec mes amis. On vous en fait profiter. On ne détient pas la science infuse. Toute aide est bienvenue. Il y a mon email. Si vous voulez partager, témoigner, n'hésitez pas. Ma chaîne est la vôtre. Alors, il y a une question qui me trotte dans la tête, donc je profite de l'excellence de mes abonnés pour vous la poser. Les Russes disposaient d'une avance colossale dans la conquête spatiale. On lit en ce moment beaucoup de projets, dont je vous fais partager toujours dans ma communauté, de divers pays, diverses entreprises privées maintenant pour les prochaines années, et je n'entends plus grand-chose côté russe. Mais rien du tout. Ah, si certains d'entre vous ont des infos, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit email. Ça fera toujours plaisir. Voilà, je vous laisse avec cette émission. Alors, c'était pas l'émission sur le Bushegi, mais en ce moment, les synchronicités font que les émissions que j'avais préparées pour le mois de décembre, il n'y en a aucune que j'ai encore faite. C'est que Lucas, c'était pas prévu, Bushegi, c'était pas prévu, Roro, c'était pas prévu.
Donc voilà, donc je ne vais même pas vous annoncer, mais par contre avec Didier Coalac, ça, on va la faire, c'est sûr et certain. Voilà, je vous dis à très bientôt, bisous, bye bye.